Bonjour à tous, je pense qu'on va commencer là. Déjà, merci à vous d'être venus. J'avoue que j'étais parti optimiste, je me disais la salle C, c'est un peu la salle des derniers de la classe, mais au final, c'est un peu loupé pour le coup, donc un peu plus de pression. Surtout que là, c'est séance crash test, hein, c'est la première fois que je fais cette présentation, donc j'ai pas forcément choisi le meilleur endroit, mais bon. On verra ce que ça donne. Vous avez les gommettes à la fin justement de la séance, vous avez des retours, des remarques, etc. Voilà, donc merci aussi à Coder Ancienne de m'avoir choisi, hein, je tenais vraiment à le faire ça. Aujourd'hui, donc, on va parler de deux choses. On va parler de framework web, framework, librairie, ça va être un peu les deux selon la situation. Et on va aussi parler de pattern, design pattern, les paradigmes, etc., etc. On va voir, pourquoi je vais parler de ça? Déjà, je me présente très brièvement. C'est vrai qu'en plus, je ne suis pas de Rouen, je suis de Toulouse. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire 6 heures de train hier pour venir. C'était bien, au moins pour finir la presse. Je suis développeur web mobile, donc j'ai pu toucher, donc je ne sais pas trop les ordres d'âge dans la salle. Dans mon équipe actuelle, en tout cas, on me considère comme un vieux. C'est un peu violent, j'avoue. Surtout que j'ai à peine 10 ans d'expérience, mais bon, visiblement, il y a beaucoup de devs pour... la majorité des devs avec qui je travaille, voilà, ils ont 4, 5, 6 ans d'expérience, donc je suis déjà considéré comme un peu le papa de l'équipe. C'est donc un peu triste. Mais en tout cas, voilà, ça m'a permis au moins de travailler sur pas mal de techno, pouvoir travailler sur pas mal de choses et pouvoir me forger une petite expérience. Pourquoi cette conférence? Je pense que déjà, par main levée, petit sondage, qui fait du front web? Ok, il y en a quand même beaucoup. Du mobile. Mobile, je vais dire natif. Désolé pour ceux qui font de l'iOS, j'en ai pas fait, donc ils seront volontairement exclus de la presse. Et de l'Android, par exemple. Ok, il y en a peu, pensez. Et de l'hybride. Il y en a peu aussi, d'accord, ok. Et il y en a qui font du back, ou de toute manière, on va pas parler de pattern, au final, limite qu'en plus été initié par des technologies back qu'autre chose. Donc, s'il y en a qui font du back, normalement, ils s'y retrouveront aussi. Donc, le constat, surtout pour ceux qui font du web notamment du JS, et pour ceux qui en font depuis longtemps, voilà, il y a une certaine fatigue qui s'installe. Enfin, en tout cas, une fatigue pour ceux qui veulent se tenir à la page. Ceux qui restent pépères sur leur techno et qui sont tranquilles sur les vieux projets, il n'y a absolument aucun souci, effectivement. Il y a une zone de confort. Par contre, dès qu'on est dans une équipe ou dans une boîte, ou dès qu'on veut se tenir à la page, dès qu'on veut rester informé, on voit que ça change très vite. Et généralement, ça peut devenir assez exaspérant parce qu'on voit que la stack technique, elle évolue tout le temps. Surtout qu'on peut prendre des paris. Régulièrement, on prend des paris. Bon, il y a ceux qui ne se mouillent pas trop, ils prennent des produits Google et généralement ça suit. Et encore, on peut parler de polymère ou d'autres choses. Et voilà, il faut faire des paris, il faut s'orienter sur des technos. Des fois, c'est récompensé, des fois, ça l'est pas. On peut être pro-React, on arrive dans une équipe qui fait que de l'Angular, on se sent exclu. Enfin, voilà, et en plus, il y a carrément des tensions au sein du groupe. Enfin, c'est quand même fatigant. Il faut suivre ses blogs quotidiennement, il faut suivre... Et je parle des langages, je parle des frameworks, mais du tooling aussi, ça je ne vais pas l'aborder, mais c'est pareil, niveau tooling, ça a tendance à changer très très régulièrement, et c'est vraiment une charge de travail, une charge de veille technologique à suivre. Là je parle du web, et c'est pareil, alors Android c'est très bien, parce que j'ai pu en faire pas mal, et je trouve que c'est très significatif, parce qu'au final, même au sein d'un seul framework, il y a eu des évolutions, en fait, limite tous les 5 mois. Ce qui fait que même des gens qui au final ne changeaient pas de framework devaient revoir tout leur paradigme de développement parce que voilà, il y avait des nouvelles orientations qui étaient poussées par Google, parce qu'il y avait des librairies qui étaient sorties, qui avaient le vent en poupe, etc. etc. Et ça, c'est Android, pour le coup, ce sera un très très bon exemple pour cette conférence. Et donc voilà, on peut vite se casser les dents. Et limite, on peut même vite se dire, écoute, j'en ai marre et je vais rester sur ma stack et aux F de ce qui va sortir plus tard. Pour un bref récap, donc j'ai commencé en 2009, donc déjà à cette époque-là il y avait quand même pas mal de choix sur le marché pour faire du front. Donc jQuery, je faisais du tapisserie à l'époque Gravera, ça s'est écroulé pour ceux qui connaissent. Flashflex, exactement la même chose.
j'avais le terme expertise en flex, hein, ça n'a pas servi longtemps. Backbone, etc. Enfin, c'est pareil, c'est vraiment des choses, des frameworks et des librairies qui proposaient des choses intéressantes et qui se sont écroulées, notamment avec l'arrivée d'AngularJS pour le coup. On va dire qu'il y avait la chance d'avoir la traîne Google derrière et quand même qui proposait énormément de bonnes idées. Après, il y avait quand même pas mal de lourdeur. Et donc, voilà, 2016, on a Angular qui arrive, qui redémarre de zéro. Donc, forcément, il faut tout réapprendre. On est content. Android aussi, d'autres technos dès qu'on arrive sur le mobile, etc. Et là, on voit que ça évolue encore. Donc, aujourd'hui, il y a encore d'autres technos qui arrivent en React. Enfin, c'était là depuis plus longtemps. Mais en tout cas, j'ai commencé à travailler sur React il y a peu. Donc, il y a Stencil aussi, pour ceux qui connaissent. Il y a Flutter qui arrive aussi et qui commence sérieusement à concurrencer, que ce soit React Native ou les solutions full natives, etc., etc. Et donc on voit que c'est vraiment un écosystème qui change très régulièrement, avec des technologies qui arrivent et qui meurent aussi très rapidement. Et donc ça peut être assez éprouvant. Et donc une solution potentielle, en tout cas une solution pour ne pas réapprendre de zéro à chaque fois, et pour ne pas pleurer à chaque fois pour se retaper tous les tutos de zéro et absolument tous les sites web à scruter de zéro, c'est de repartir à la source en fait. Parce qu'au final, dès qu'on commence à creuser quelques frameworks, quelques librairies, et ça devient encore plus évident quand on commence vraiment à en vérifier, à en connaître vraiment bien quelques-uns, au final, ils partent tous d'idées communes, ils partent tous de solutions communes, et ça, en gros, c'est les paradigmes de développement, c'est les design patterns, enfin, toutes ces idées qui datent de Mathusalem, mais au final, qui sont éprouvées, qui sont utilisées, surutilisées, et au final, les frameworks, c'est juste ils proposent juste des implémentations de ces patterns-là. Donc si vous ne l'avez pas lu, ou si vous l'avez déjà lu, en tout cas je vous conseille ce livre, At First Design Pattern, très intéressant. Et surtout, pour ceux qui n'aiment pas lire, c'est facile à lire. C'est pas le blog de 600 pages qui grille les neurones, voilà, c'est des exemples qui sont vraiment grand public, c'est imagé, c'est même rigolo, donc c'est pas prise de tête. En tout cas, ça illustre bien tous les patterns de base. Ces patterns, en gros, ça permet justement de suivre ce qu'on appelle les principes solides. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce terme dans la salle? D'accord, pas mal, ok. Et donc les principes solides, voilà, c'est une série de 5 principes en gros qu'on doit respecter pour créer des softwares qui soient maintenables, qui soient compréhensibles par les développeurs qui vont suivre et qui soient faciles à maintenir et aussi à étendre. À créer une boîte noire qui soit absolument ingérable et immonde à maintenir. Donc pour le sommaire, là, ce sera très, très rapide, donc ce sera pêle-mêle, ce sera aussi non exhaustif, on ne va pas décrire tous les patterns qui existent. Il y en a une partie, quelques-uns qui sont mis en avant et qui sont couramment réutilisés. Donc on va vraiment se tenir à ça, surtout qu'il me reste déjà que 36 minutes, donc ça va passer très très vite. Et on va commencer par, je pense, le pattern structurel le plus connu à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce que c'est? Vraiment un pattern structurel, ouais, il y a ça, on va en parler. MVC, oui, c'est ça. MVC, surtout quand on fait du front, voilà, c'est entre guillemets la base, enfin, plus forcément aujourd'hui en tout cas ça a été la base pendant très très longtemps. Donc si on revient il y a très longtemps, d'ailleurs c'est plutôt rigolo parce qu'au final MVC, à la base c'était plus limite côté back. Enfin, il y avait toujours la partie présentation en HTML, CSS, très peu de JS. Donc vraiment on retourne fort en arrière. Et tout ce qui était couche, justement contrôleur modèle, elle était vraiment côté back et l'affichage qui était délégué côté front. Donc c'est rigolo qu'il y a eu vraiment une inversion de la complexité. Donc à l'époque, en gros, les développeurs back qui disaient au front, vas-y retourne jouer avec tes divs et laisse la complexité aux vrais développeurs. Et là, limite, à l'heure actuelle, après ça dépend fortement des projets, des équipes et de la stack technique, attention. Il y a encore des dev back qui sont très complexes, pas compliqués, rappelons la keynote, complexes. Mais voilà, on voit que vraiment il y a la charge de complexité, elle s'est fortement déportée côté front, notamment avec l'arrivée d'AngularJS, des SPA, de NPM, etc.
Mais à l'époque, voilà, tout ce qui était contrôleur, tout ce qui était modélisation, même création de la vue, c'était vraiment géré côté back et côté front, voilà, on prenait ce qui était retourné, on l'affichait. Maintenant, avec l'arrivée des SPA, on a toute une charge MVC côté front. Donc vous avez fait de l'AngularJS, voilà, c'était du pur MVC. Même maintenant, enfin, vous faites de l'Angular, même si les puristes diront que ce n'est pas du pur MVC, on a quand même une très très forte analogie avec le modèle MVC. Donc Angular, MVC, bon, vue contrôleur modèle, enfin, je pense que j'apprends ça à personne. La vue, pour vous, qu'est-ce que ce serait en Angular? Pour ceux qui n'en font pas, je suis vraiment désolé, mais au moins, ça permettra de rapidement de voir les bases et les concepts d'Angular. Donc la vue, pour vous, qu'est-ce que ce serait en Angular? Ouais, c'est ça, c'est le template HTML exactement. Le contrôleur, ce serait le component, tout simplement. Donc un component Angular, enfin, de toute façon, c'est une architecture composant. Donc ça, c'est ce qu'on voit plus régulièrement maintenant dans les frameworks ou les librairies web. Et c'est un composant généralement écrit en TypeScript. Et le template HTML associé avec le CSS, etc. Et le modèle, bah, ça c'est plus ouvert. Pour vous, le modèle, qu'est-ce que ça pourrait être pour ceux qui en font? Pardon? Ça peut être la data, oui. Après, je pense, bon, c'est ouvert à controverse, on peut en discuter après s'il y en a qui veulent me flageller parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Ça pourrait être le service, un service qui ferait office de source de données. En React, qu'est-ce que ce serait l'analogie? La vue. Ouais. Et en fait, la vue, c'est le render et c'est tout. Et c'est aussi la volonté de React. Pourquoi? Parce que React, c'est une librairie. Voilà. Donc normalement, à la base, après, même si on voit qu'il a fortement évolué quand même et qu'il a propension à toucher à tout ce qui est un peu contrôleur modèle, à la base, c'était justement keep it simple. React, il fait du rendering et le reste, bah, tu t'en occupes. Par souci de légèreté, de simplicité. Et après, voilà, ça oblige aussi les devs, notamment à utiliser des solutions comme Redux pour gérer justement tout ce qui est données, etc. etc. Le choix de couleur n'est absolument pas bien, je tiens à le préciser. Mais au moins, normalement, le code est visible. Oui, même au fond, ça marche. Donc la view, là, c'est un exemple Angular. Bon, je vais switcher régulièrement, même si là, malheureusement, pour ceux qui n'en font pas, bah, après, là, c'est de l'HTML, donc ça reste relativement clair. Donc on a la vue qui s'occupe de l'affichage des données. Le contrôleur aussi, donc ici, c'est le component. Donc en gros, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un peu l'interface, enfin, qui va récupérer les données du modèle, qui va s'occuper aussi de la logique métier, interaction avec l'UI, etc., etc. Et le modèle, en gros, bah, le modèle, c'est les couches d'accès à l'accès à la donnée. Là où je disais qu'Android était intéressant, au final, c'est vrai qu'Android, c'est très ancien, et donc ils ont constamment essuyé les plâtres. C'est-à-dire, en vérité, c'est un avis personnel, j'espère choquer personne dans la salle, quand on commençait à développer en Android à la base, c'était immonde, c'était vraiment très lourd. Après, c'est normal, c'est très ancien. Et après, l'avantage de leur force, mais aussi un des inconvénients, c'est qu'ils se sont constamment remis en question. Je pense que voilà, au niveau conflit, au niveau bataille sur les patterns, je pense que les développeurs en Android, c'est vraiment ceux qui ont le plus participé à ce genre de bataille par rapport à ça. Donc justement en Android, donc on a eu du MVC, et après ça n'a pas plu à des gens, parce que voilà, on avait un contrôleur qui faisait trop et qui faisait pas ce qu'il voulait, donc on est passé sur du MVP, modèle view, présenteur. Je sais pas si ça parle à des gens. En fait, là, soit personne ne connaît, soit j'ai perdu toute la salle. Je ne sais pas ce qui m'inquiète le plus. Donc le présenteur, en fait, la différence avec le contrôleur, c'est qu'en gros, la vue n'avait plus du tout d'accès au modèle. Et en gros, le contrôleur, entre guillemets, c'est un présenteur, mais qui récupère le modèle et qui vient présenter la data de mon présenteur pour la fournir directement formatée à la vue. Et après, ça convenait encore moins aux gens. C'était pas encore assez bien pour eux, enfin, en tout cas il y avait encore d'autres soucis par rapport à ça, et on a vu notamment l'arrivée, bon il y en a eu d'autres, hein, mais je reste non exhaustif. Le MVVM, est-ce que ça parle à des gens? Normalement ça c'est encore quelque chose qui est bien soutenu par Google, ouais.
modèle, donc view model, donc voilà, et notamment avec tout ce qui est architecture componente, avec l'arrivée des live data, etc. Et donc le view model vraiment qui est fortement couplé à la vue, avec justement un système, donc on a parlé du pattern observable, effectivement là c'est avec tout un ensemble de live data, donc la view qui vient écouter la data du view model, qui elle-même vient gérer via un ensemble de live data, vient tirer la data du modèle, etc. etc. Donc on voit qu'il y a plein de patterns différents, enfin, surtout en Android. En tout cas, voilà, je pense que partir sur le principe, en tout cas ces trois couches modèle vue contrôleur, c'est éprouvé côté front. Donc le MVVM côté Android, bon, je vais passer très très vite dessus. Mais il y a vraiment une solution qui est éprouvée, poussée par Google qui existe, où carrément on peut câbler, donc il y a les classes pour vraiment pour câbler un view modèle à une vue donnée. Récupérer un view modèle par rapport à un modèle métier donné et venir le câbler à la vue. Et ça permet justement, on va voir cette notion, on va la voir tout le temps, ça permet un découplage fort. La programmation réactive, donc ça c'est pareil, c'est un pattern, vraiment, enfin un pattern, en tout cas c'est un principe, un paradigme, en tout cas qui a le vent en poupe, en tout cas qui est fortement utilisé, qui montre encore c'est quand même très vieux, mais qui montre de plus en plus, qui pense programmer de manière réactive au quotidien. Ça fait très peu déjà pour ceux qui font de l'Angular et qui n'ont pas levé la main. Hein, c'est... Déjà, qui pourrait m'expliquer la programmation réactive? Non, personne? Je pense qu'il y en a qui savent, mais qui sont timides plutôt. En fait, quand on parle de programmation relative, on parle d'un synchronisme et on parle de stream. Ça va être typiquement la programmation réactive, ça va être écouter les streams, venir s'abonner à des streams qui vont envoyer de la donnée, et cette donnée-là, en fait, je vais venir la consommer pour faire des actions en retour, tout simplement. Les streams, si vous allez sur des sites, enfin, vous voyez, on appelle ça le diagramme Marvel, en gros, c'est une flèche. En gros, c'est un stream dans le cycle de vie d'un stream. Les ronds, en gros, c'est l'émission de data. La grosse croix, bah forcément, ça paraît logique, c'est une erreur. Et la barre à la fin, c'est quand le stream se ferme, quand il se complete. Et donc, quand il y a de la data qui est émise, normalement, c'est qu'il y a des gens déjà qui sont... Enfin, en tout cas, qu'il y a des éléments qui se sont abonnés à cette data, et donc qui peuvent récupérer la data et la consommer pour faire des événements, des interactions. Et quand on commence vraiment à programmer de manière réactive, on se rend compte que voilà, on peut manipuler des streams, mais on peut en fait, tout peut être un stream. Vous faites du web, je ne sais pas, notamment si vous faites de l'Angular, normalement, vous pouvez tout à fait programmer en full réactif. Toutes les interactions liées, que ce soit des clics, par exemple, que ce soit, je ne sais pas, le browser, que ce soit la soumission d'un formulaire, ça peut être un stream qu'on vient écouter et sur lequel on vient interagir justement pour faire des effets, que ce soit par exemple un appel HTTP qui sera aussi un stream, donc en retour de stream, je vais en déclencher un autre, etc., etc. Et donc cette notion justement de programmation fonctionnelle, ça va vraiment, pour le coup, c'est vraiment très impactant sur votre manière de développer et sur le code en lui-même. Donc vraiment deux projets, je vais même parler par exemple d'Angular ou même en Android, un projet qui ne sera pas codé en stream, en réactif, et un projet qui sera vraiment programmé en full réactif, mais ils seront vraiment très très différents. Et vraiment là, il y a une grosse marge de connaissance entre les deux, enfin en tout cas, vraiment de grosses différences. Et donc aussi la programmation réactive, ça permet aussi de suivre une approche déclarative. Donc la programmation déclarative, donc à base de pures fonctions, donc des fonctions pures, c'est-à-dire des fonctions très simples qui prennent une entrée, qui retournent quelque chose en sortie sans effet de bord. Donc qui sont notamment très simples à lire et très facilement testables. Et en suivant ces patterns itérateurs, donc généralement quand vous faites de la programmation réactive, vous allez pouvoir justement chaîner ce qu'on appelle ici des opérateurs sur vos observables, donc sur vos streams, pour pouvoir les transformer, les manipuler et carrément les switcher à la volée. Donc là, ça c'est un exemple qui est assez parlant justement, pour ceux qui ont reconnu, c'est tout simplement un exemple d'autocomplete en Angular, enfin en RX ou en Angular comme vous voulez.
avec le from event, en gros, c'est exactement ce qu'on avait au slide précédent. En gros, on transforme le fait de cliquer sur, enfin, de saisir, de faire une input sur un champ texte, on transforme ça en stream, et après on vient mapper donc, tout un ensemble d'opérateurs pour transformer la donnée et récupérer de la donnée à partir de ça. Donc là, on récupère un event HTML, on récupère la value, on vient faire un filter pour vérifier que la personne a tapé plus de 2 caractères. Le debound, c'est pour éviter de faire des appels HTTP dès que la personne clique, enfin, dès qu'elle saisit quelque chose. Enfin, et on finit à la fin, on transforme le flux en appel de service HTTP pour, par exemple, faire une recherche produit ou une recherche, etc., etc. Et donc on voit quand même de manière très simple et de manière normalement très lisible. Enfin, je pense que là, le code est quand même beaucoup plus lisible que si on avait fait ça de manière purement... Enfin, sans faire de manière déclarative, on a vraiment un code qui est beaucoup plus clair, si on connaît un peu les règles. Et donc justement, pour programmer de manière réactive, il y a tout un ensemble d'implémentations de ReactiveX qui existent normalement sur tous les langages. Donc a priori, vous n'avez pas d'excuses si vous n'en faites pas. Donc forcément, les plus connus, RxJS, RxJava, l'équivalent Kotlin, RxDart, pour ceux qui font du Dart Angular ou pour ceux qui font du Flutter. Il y en a même en Python, en .NET, etc., etc. C'est des librairies qui reprennent les mêmes patterns, donc elles sont extrêmement similaires. Il y a juste quelques différences, notamment, par exemple, en Java ou en Kotlin, voilà, on vient parler de multithreading, donc ça vient apporter des contraintes en plus par rapport au JS, par exemple. Mais c'est quasiment les mêmes noms d'opérateurs, on a toujours cette notion d'observable, etc., etc. Et donc, si on parle des utilisations communes, normalement, si vous faites de l'Angular, vous faites de la programmation réactive quasiment tout le temps. C'est juste que, voilà, vous n'avez pas... Il y en a qui ne mettent pas forcément le doigt dessus, mais voilà. Donc, quand vous faites de l'HTTP client, quand vous faites des reactive forms, c'est du RX, c'est du full RX. Récemment, Android avec les live data, bon, forcément, c'est pareil. Ils n'ont pas voulu faire du full RX, ils se sont tenus au live data, donc il y en a qui se sont plaints, ils disent, mais moi, je veux utiliser RX Kotlin, donc tu m'embêtes avec les live data, donc c'est pareil. Enfin, il y a de la programmation réactive en Android aussi. En Flutter, pour ceux qui en font, c'est pareil, il y en a aussi, il y a du RxDart, etc., etc. La programmation réactive, elle dépend très fortement d'un pattern qui est... Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Forcément, on se base dessus. Enfin, le cœur, le nerf de la guerre, c'est le pattern observer. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement de la gestion d'événements. Et on va retrouver deux termes importants, c'est les observeurs et les sujets. Donc en gros, les observateurs et les sujets. Qu'est-ce que c'est? Si on prend un exemple parlant, des gens par exemple qui suivent, je sais pas, qui suivent l'Instagram d'une star sur Internet, ça va être des observateurs. La star sur Internet, ça va être le sujet. On peut parler de le compte Instagram, ce sera un stream. Dès qu'elle publie, je ne sais pas, une photo d'elle toute nue ou quelque chose comme ça, voilà, ce sera de l'émission de données. Et tous les observateurs vont être notifiés qu'il y a une émission de données et après libre à eux de consommer la donnée comme ils veulent. Si un jour il y a fermeture du compte Instagram, on aura un clause un complete sur le stream et les gens naturellement vont se désabonner. Donc c'est exactement cette notion-là. Sur le sujet, en gros, qu'est-ce qu'on a? On a 3 méthodes. Enregistrement d'un observateur, désenregistrement forcément, et après notifier tous les observateurs dès qu'on souhaitait mettre de la donnée. L'observateur, lui, tout ce qu'il va faire, c'est une méthode notify, en gros c'est récupérer la donnée dès qu'il y a une notification du sujet. Le principal en fait avantage de ce pattern observer, et c'est vraiment très important, encore une fois on va parler de ça très régulièrement, c'est la séparation des concerns. En gros, l'avantage, c'est que l'observeur, il peut écouter de la donnée et il n'a pas besoin d'être fortement couplé à toute la mécanique qu'il est en train d'écouter. Un autre pattern, donc ça c'est... On va parler du singleton. Donc ça, pour ceux qui connaissent, je pense aussi qu'il y a énormément de détracteurs et c'est clairement justifié. Donc singleton, pour beaucoup d'ailleurs, c'est un anti-pattern, parce qu'effectivement, il apporte énormément de risques.
Et s'il est mal géré aussi, il peut apporter énormément de problématiques. Donc ça, on verra ça plus à la fin. Donc le singleton, qu'est-ce que c'est? Je pense que tout le monde connaît. Oui. On va dire que oui. Singleton, c'est une instance unique. Donc si vous deviez coder un singleton par vous-même, voilà, ce serait dans votre classe, ce serait faire une instance en statique avec un constructeur privé, et donc vérifier qu'il n'y ait qu'une seule instance, etc., etc. Le singleton, son utilité de base, en fait, c'est de coordonner des actions à travers l'ensemble de l'application, un peu de manière transverse. Vous avez un singleton que vous allez pouvoir appeler n'importe où dans l'application et faire des traitements à partir de ça. Ça paraît ultra puissant et c'est vrai que c'est un raccourci très facile. Par contre, on voit aussi que ça peut très facilement partir en cacahuète si c'est mal maîtrisé. On va le voir par la suite et c'est une des raisons principales de son utilisation côté front web à l'heure actuelle, c'est que c'est parfait pour contenir de la data métier. Pour quelle raison, d'après vous? Pour ceux qui font du Redux ou des choses comme ça, ils pourraient avoir une idée. Non, pas du tout. En gros, le souci d'avoir de la data métier, c'est qu'il faut au maximum éviter de la dupliquer. Si on a tendance à dupliquer de la donnée métier, on peut se retrouver avec de la désynchronisation dans son application. C'est aussi ça qui, justement, a justifié la création de Redux, de Flux, etc., et de toutes les librairies qui ont suivi. C'est vraiment, on va le voir un peu par la suite, c'est avoir un endroit centralisé avec la donnée métier qui est à jour, et quand on doit la mettre à jour, on le fait à un seul endroit. Et le singleton, surtout, donc, il doit être construit de manière lazy. Parce que si vous avez des singletons qui sont énormes et qui réinventent la Terre, il ne faut surtout pas qu'ils soient créés de manière directe dès l'instanciation de l'application. Non. Il faut pouvoir les créer uniquement quand c'est nécessaire. Donc c'est pareil, je vais parler d'Angular, mais on a la même chose, de toute façon, que ce soit par exemple en Android, on a la même chose si vous faites du React avec Redux. Un singleton, là par exemple en Angular, c'est avec les services. Les services, normalement, si vous faites de l'Angular, vous le savez, c'est des singletons. C'est le but. Si vous le faites bien, attention, vous pouvez avoir des services qui ne sont pas des singletons, mais bon, on ne va pas partir là-dessus. Ils sont instanciés uniquement quand ils sont demandés par les composants, et ils sont très business spécifiques, c'est-à-dire en gros, vous allez avoir un user service qui va s'occuper que de la gestion des utilisateurs, par exemple. Et le but aussi, c'est qu'il soit transverse. C'est-à-dire, en fait, quand vous créez un user service, vous allez pouvoir justement l'injecter dans tous vos composants, et donc vous allez pouvoir le consommer pour faire des interactions avec tout ce qui est de la stack user, etc., etc. Et l'avantage, en fait, de l'implémentation d'Angular, c'est que c'est maîtrisé. C'est maîtrisé, c'est Angular qui va gérer justement cet aspect singleton, donc l'instanciation à la volée, l'injection à tous les composants qui en ont besoin, et c'est pas vous qui allez faire en gros une classe globale dans votre coin et qui allez l'utiliser un peu à tort et à travers dans toute l'application. Donc ça, c'est vraiment un des gros points forts dans Angular. Donc là, par exemple, je suis dans un composant Angular et on voit justement, là, je ne sais pas si vous voyez le constructeur de mon composant, via le mécanisme en fait d'injection de dépendance, on vient injecter ce singleton et on vient le consommer. Donc c'est beaucoup plus propre effectivement qu'appeler une classe globale qui serait quelque part dans le projet et qu'on ne maîtriserait pas complètement. Et donc à la base, donc on voit par contre que ça a pas mal changé. Avant qu'il y ait des implémentations comme Redux, etc., les services Angular, c'était aussi la meilleure manière de stocker sa data métier. Parce que justement, on avait vraiment un endroit centralisé qui était transverse à l'application, qu'on pouvait appeler un peu dans tous nos composants. Et en plus, on était sûr que la donnée était unique et qu'elle n'était pas dupliquée. Et donc, généralement, ce qu'on faisait, avant de passer par des implémentations Redux comme NGRX ou NGXS pour ceux qui connaissent, on stockait notre donnée métier directement dans les services. En React, pour ceux qui en font, justement, donc, vu qu'avec la vue, à la base, soit vous gériez un peu le modèle un peu à votre façon, soit vous passez par du Redux. Bon, il y a d'autres manières, il y a le Mobix, etc. Enfin, il y a pas mal d'implémentations, mais Redux c'est la plus connue.
Et donc justement, c'est pareil, là, le store, c'est vraiment une source de données unique avec laquelle, via tout un système que je ne vais pas décrire là parce que ça pourrait être le sujet d'une présentation, on venait soit demander la mise à jour du store, soit demander à consommer de la data du store. Mais encore une fois, le store, en gros, entre guillemets, c'était un singleton. C'était vraiment un objet unique qui gérait en fait tout ce qui était métier. Donc les implémentations par les frameworks et les librairies de ce pattern un peu singleton sont bien, sont vraiment utiles, parce qu'effectivement ça résout pas mal de problématiques par rapport à l'accès à la donnée. Par contre, attention, la création de singletons en soi, ça peut être un gros micmac, un gros casse-tête. Déjà parce que c'est très peu testable. Ça cache pas mal de problématiques de dépendance, parce que ça peut vite être très fourre-tout et ça peut aussi, quand c'est utilisateur et à travers, montrer de grosses failles dans l'architecture de l'application. Et aussi, là on parle de JS, donc forcément on n'a pas de souci, mais on commence à utiliser des singletons en Java, forcément, et quand c'est utilisateur et à travers, on peut avoir des problèmes de concurrence, et donc sans le savoir, on arrive en production, on a des accès concurrents qui font exploser le singleton et l'application. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui est vraiment pour le coup, c'est pas pour rien qu'on l'appelle un anti-pattern, parce que ça peut être extrêmement dangereux. Le pattern factory, donc ça c'est quelque chose qui a été implémenté dans tous les frameworks, parce que c'est ultra utile et c'est ultra important. Et c'est toujours un peu la même manière de faire. Est-ce que ça parle à tout le monde? Il n'y a plus aucune main qui se lève en fait, je pense que si ça va. Je demande de la participation, comme ça je me sens moins seul. La factory, en fait, c'est un creational pattern, donc en fait c'est un pattern de création d'objets. En gros, c'est à partir d'une interface donnée. En fait, c'est toujours, on va manipuler une interface et on va venir créer au runtime, généralement au runtime, on va venir créer des implémentations qui correspondent à notre besoin métier. Donc là, par exemple, j'ai une interface transport et selon mon cas d'utilisation, je vais venir créer une instance qui implémente cette interface. Et selon le besoin, par exemple, ça va être une voiture, selon le besoin, ça va être une classe vélo ou ce que vous voulez. Et donc ça fait déjà tous les frameworks l'utilisent parce que c'est vraiment ultra important, c'est vraiment ultra. Vous allez toujours avoir des besoins généralement de manipuler des interfaces et qui vont avoir des implémentations différentes. Je sais pas, vous êtes sur une application web par exemple, je sais pas, vous êtes, ne serait-ce par exemple que pour différencier les différentes stacks, vous êtes en mode POC entre guillemets, vous êtes en mode dev, vous êtes en mode prod, je vais manipuler une interface qui peut être un product service et je vais lancer mon appli en POC, et donc là je vais uniquement consommer de la donnée JSON en local sur mon poste, ou alors je vais être en mode dev et donc je vais taper de la donnée de dev sur un serveur de dev, etc. Ou alors là je suis en mode prod et carrément je vais prendre de la configuration de prod, je vais venir appeler des services de prod. Généralement, c'est un des exemples les plus courants pour le pattern factory. Et donc, on a ça justement avec Angular, avec les services. Android, à la base, ne l'avait pas, mais très vite, en fait, on a eu des librairies qui sont ultra connues et qui sont ultra utilisées, notamment Dagger 2. Pour le coup, comme tout ce qui se fait en Android, ultra complexe à utiliser. C'est vraiment la charge de compétences dessus, la charge d'apprentissage, avait vraiment de quoi se tirer une balle dans la tête. Et d'autres implémentations beaucoup plus faciles, en tout cas, par exemple Coin, assez récent, etc. Pareil en Flutter, on a aussi le pattern factory, etc. Et donc justement, la factory, c'est vraiment quelque chose qui est natif en Android, en Angular, par exemple. Tout ce qui est module, justement, ça gère justement et ça prend en charge le pattern factory. Quand vous allez développer vos modules, en gros, c'est là qu'en gros, vous allez générer vos services. Et justement, il y a toute une notion de token d'injection, donc je vais passer très vite dessus. En gros, les tokens d'injection, ça va permettre en fait de gérer ce pattern factory, c'est-à-dire à partir d'une clé et d'une interface. Par exemple, ici, c'est ce que vous avez à l'écran. J'ai une clé, une interface. Et dans mon module, je vais pouvoir dire, je vais provide par rapport à cette clé, je vais venir fournir une implémentation de cette interface.
Donc là, par exemple, pour l'interface user service, je viens justement fournir une implémentation qui serait user service, HTTP, etc., etc. Et si même carrément, donc là j'ai mis au final, ce qui n'est pas très intéressant, j'ai mis l'implémentation Angular dans le code. Si je souhaite même carrément pouvoir changer l'implémentation à la volée, ben en Angular on a des environnements. En Android, ça va être les modules Dagger 2 par exemple, ou les modules Coin, etc., etc. On va avoir une gestion de modules qu'on va pouvoir justement charger à la volée selon le type de build. Et donc là, par exemple, avec les environnements, je vais pouvoir définir que, je ne sais pas, en POC, je vais venir utiliser une user service POC. En prod, ça va être une user service prod, etc., etc. Donc vraiment très, très puissant, et je pense que normalement, vous l'utilisez tout le temps, enfin, j'ose espérer. Le pattern stratégie. Ouais. Et au moins, je pense qu'il y a quelqu'un qui va lever la main tout le temps, c'est bien. Stratégie et factory, au final, on peut facilement les confondre. C'est vrai qu'ils ont pas mal de similitudes. Après, voilà, le pattern factory, c'est vraiment un pattern de création. La stratégie, c'est différent. En fait, on a une classe qui est créée dans tous les cas, mais par contre, qui va faire des traitements différents selon une situation donnée. Donc, en gros, la classe, elle va encapsuler tout un ensemble d'algorithmes de traitement, et selon une situation donnée, elle va les rendre interchangeables, c'est-à-dire elle va appeler tel ou tel traitement selon le besoin. Donc ça, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, ce stratégie pattern, en fait, on peut l'associer en fait à quelque chose qui est de plus en plus utilisé dans les architectures composantes, en gros en Angular, que ce soit en React, que ce soit en Flutter, même maintenant en Android aussi. C'est en gros cette notion de composants, de présentation et les conteneurs. On peut aussi les appeler les dumb et les smart. Est-ce que ça parle à des gens? Pas du tout? Si, quand même. Ah, merci. Donc en gros, dans une stack comme ça, architecture composant, c'est vraiment en gros, tout est composant dans l'application. Tout est widget, par exemple en Flutter, en React, pour ceux qui font du React, effectivement c'est très très composant, full composant, avec une arborescence, un arbre de composants en fait. Et justement, en fait, l'application de ce pattern stratégie, en fait, on vient en fait scinder les composants, c'est-à-dire on n'a pas des composants qui font le café, qui font tout, et qui sont difficilement interchangeables, qui sont difficilement maintenables. On va avoir tendance en fait à dissocier les composants conteneurs et les composants de présentation, ou alors les dumb et les smart. Un composant dumb, en fait, c'est vraiment un composant qui va s'occuper de l'affichage, de l'UI. Donc il va prendre les inputs, par exemple un utilisateur, un produit, et il va être complètement stupide, c'est son nom, il va juste afficher ce qu'il reçoit en entrée à l'écran. S'il y a des clics, il va être complètement stupide, il ne va pas gérer les clics, il va juste les retourner aux parents. C'est ça vraiment un composant stupide. Les composants intelligents, à l'inverse, eux, ils vont s'occuper de tout ce qui est interaction avec la couche métier. Ils vont gérer justement, ils vont faire les appels HTTP par exemple, je ne sais pas, tout ce qui est effet à côté, récupération du modèle, etc. etc. Et ils vont venir les passer à un composant stupide qui sera normalement juste en dessous. Et justement, on voit l'avantage en fait, c'est que travailler avec des composants stupides et intelligents, c'est que si un jour votre couche d'appel à la donnée change, vous changez juste le composant intelligent. Si l'UI change, normalement, il suffit juste de switcher le composant stupide et vice-versa. Et l'avantage aussi, c'est que si vous avez une application très grosse, avec un formulaire utilisateur qui peut être appelé dans plein de cas métiers différents, vous avez un composant stupide que vous allez pouvoir placer à plein d'endroits différents dans votre application. Donc c'est typiquement ce que vous voyez là. En gros, vous avez une page qui va récupérer par exemple un utilisateur et qui va venir le passer ici à un composant stupide, donc c'est un user form. Donc je viens ici passer en entrée un utilisateur et je viens récupérer toutes les interactions sur ce formulaire, sur ce composant stupide pour traiter la donnée. Donc, je vous ai parlé un peu de cette architecture composant qui est de plus en plus utilisée, ce qu'on appelle la déclarative UI. Donc c'est vraiment en train, ça a été mis en place, ça a vraiment été poussé par React avec le JSX, et c'est en train vraiment de devenir un standard. En Angular, on a ça plus classique, avec l'architecture par composant. Et c'est vraiment, en fait, on utilise en gros
on a une API déclarative pour définir le composant lui. Donc c'est pas seulement l'HTML, CSS, hein, on a vraiment carrément nos composants qui sont insérés de manière vraiment déclarative. Ici, par exemple, j'ai ma page, j'ai appelé mon composant header, ma liste, mon footer. Et là, je parle vraiment de composant d'affichage, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Là, c'est un exemple en Flutter qui est vraiment complexe pour le coup. Mais par exemple, ici, j'ai un composant. On pourrait dire c'est un composant graphique, mais non, en fait, c'est ce qu'on appelle un higher order component. Est-ce que ça parle à des gens? Ouais, pour ceux qui font du React au moins. Donc c'est en fait un composant qui prend des composants en entrée et qui vient donner des composants en sortie, par exemple. Donc c'est-à-dire en fait, c'est des composants qui vont faire plus que de l'affichage, ils vont faire des traitements en plus. Là par exemple le Future Builder, on l'a vu un peu avant, il va venir écouter des streams pour récupérer de la donnée en fait asynchrone et venir construire de l'affichage à partir de ça. Je ne sais pas par exemple si vous faites du Redux, vous avez le provider qui va venir de faire de l'interaction avec votre store métier, etc., etc. Donc on voit vraiment l'UI déclaratif, c'est plus seulement de l'affichage. C'est vraiment, c'est utiliser tous les éléments de votre application. Ça peut être le thème de l'application, le provider, push, accès aux chartes préférences, etc., etc. Et on voit que ça se démocratise et c'est de plus en plus poussé sur tous les frameworks. Et même pour ceux qui font de l'Android, très très récemment, ils peuvent se mettre justement à cette manière de développer. Donc pour ceux qui font de l'Android, il y avait notre librairie plus ancienne, mais là officialisée vraiment par Google, donc Android Jetpack Compose, donc qui permet vraiment d'amorcer cette manière de développer. Donc plus obligé forcément de se farcir des fichiers XML qui sont légèrement imbuvables. Bon, après chacun son avis là-dessus, mais vraiment passer par une approche déclarative et une composition des composants. Donc une petite question aussi pour ceux qui font des librairies de composants. Ça peut être un cas qui arrive régulièrement. J'ai une librairie de composants, j'ai 50 composants parce que j'ai tout réinventé. Je ne sais pas, les matériels, les bootstraps, ça ne me convenait pas, donc on a tout fait de zéro, on a fait une librairie de composants. Et sauf que voilà, j'aimerais implémenter en fait, par exemple, je ne sais pas, un état disable ou un tab index ou une propriété couleur sur tous les composants. Comment je pourrais faire? Normalement, il y a au moins... Ouais. Il y a de l'héritage, effectivement. Donc, normalement, c'est la réponse qui tombe sous le sens, c'est l'héritage. Après, normalement, dès que vous voyez que vous avez une énorme grappe de composants, et potentiellement des composants qui ont déjà de l'héritage, mais pas les mêmes parents, là, on voit que potentiellement, l'héritage, ça pose souci. Pourquoi? Bon, je vais aller très vite parce qu'il me reste très peu de temps. Dans la majorité des langages qu'on utilise côté front, voilà, l'héritage, c'est une seule classe, un seul parent. On n'a pas de multi-héritage. Et donc là, potentiellement, on peut se retrouver avec des petits soucis. Et donc, comment on pourrait faire? Qu'est-ce qu'il y aurait comme solution? Il y a les décorateurs, effectivement, mais il y a quelque chose qui s'en approche fortement. Oui, en fait, il y a plein de choses. Effectivement, on peut aussi passer par... il y a plein de patterns qu'on peut utiliser, nos data, etc. Mais en fait, je voulais surtout aborder, pour moi, ce qui était le plus logique, pas forcément le mixing. Est-ce que ça parle à tout le monde? Les gens? Oui. Les mixins qui sont plus ou moins introduits selon les frameworks et les librairies. Donc effectivement, ça résout une limitation des classes qui est justement, on n'a qu'une seule super classe. Et donc justement, c'est dommage parce qu'on peut et on devrait pouvoir hériter de comportements différents. Et donc les mixins, ça va permettre justement de partager un comportement entre des classes qui sont complètement différentes. Pour ceux qui font de l'Angular, nativement, on n'a pas trop de mixing. Donc soit on va essayer de passer par des décorateurs. Après, on peut créer des mixins en TypeScript, mais c'est un peu galère et en fait, on vient un peu manipuler le TypeScript pour faire ce qu'on veut. Donc en gros, on vient de faire de l'extension de classe auquel on vient ajouter des méthodes à la volée. Enfin, ça peut être un peu tricky à faire. Et c'est utilisé par exemple l'Angular Material pour ceux qui l'utilisent.
ils ont fait des mixins pour justement partager, que ce soit le disable, le color, entre tous leurs composants. Pour ceux qui font des flotteurs, pour le coup, avec Dart, même Dart, pour ceux qui font l'Angular, c'est très très bien implémenté. Donc on peut vraiment créer un mixin, un objet mixin, et après nos classes, on peut dire justement qu'elles sont with un mixin donné, ou même une liste de mixin donné. Et comme ça, on peut appeler les méthodes du mixin comme si elles appartenaient à la classe. En Android, pas trop, mais au final, grâce à Kotlin, on a pu contourner la limitation. Pour ceux qui font du Kotlin, maintenant, avec les interfaces, on a ce qu'on appelle les default implementations sur les méthodes. Vous créez une interface en Kotlin, vous lui ajoutez une méthode, et carrément par défaut, vous pouvez donner une implémentation à la méthode. Ce qui, au final, peut être apparenté à un mixin. Hein? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais par exemple, alors plus côté composant, quand vous faites des directives en Angular, c'est comme des mixins au final. Vous venez ajouter du comportement sur des composants donnés. Je ne sais pas, j'ai une directive qui vient surligner du texte, je viens ajouter cette directive-là, je ne sais pas, sur un button, bah, je viens enrichir du comportement sur un élément qui n'avait pas cet élément, enfin, qui n'avait pas ce comportement à la base. Et enfin, les hooks. Donc les hooks, c'est très récent en React. Et pour le coup, on peut dire que les hooks, en fait, c'est un peu des mixins qui sont faits correctement. C'est-à-dire, on a des classes, on a des composants, et on vient via les hooks, donc via ces méthodes, en fait, useState, useEffect, même vos hooks custom, on vient injecter du comportement, on peut tirer du comportement du composant, donc du comportement transverse. Donc voilà pour le rapide tour à l'horizon. Donc tout ça pour dire, normalement je suis légèrement dépassé. Bon. Le pattern, c'est vraiment la première chose à connaître. Enfin, vous vous rendez compte, je pense, à chaque fois que vous commencez à regarder un framework ou une librairie, vous aurez toujours les 4-5 patterns qui sont utilisés avec des implémentations qui sont très communes. Et généralement, au lieu d'apprendre un langage par cœur, le plus important, c'est d'abord de bien savoir différencier, c'est de savoir reconnaître les patterns et savoir quand les utiliser. Et vous verrez que par la suite, l'apprentissage des nouveaux langages se fera beaucoup plus rapidement. Et c'est tout pour moi.